Sur la première, 7h36, nous en parlons depuis hier déjà. L'état de santé des enseignants romans serait inférieur à celui de la moyenne de la population suisse. C'est ce qui ressort d'une étude réalisée par l'Institut universitaire roman de santé au travail pour le compte du syndicat des enseignants romans. Si une grande majorité d'entre eux restent passionnés par le métier, 40% seraient en situation de burn-out. Plus de 2 tiers des maîtresses et maîtres romans ayant participé à l'étude disent avoir aussi l'impression de devoir tenir le coup dans leur métier. C'est la première fois qu'une étude traduit de manière chiffrée ce malaise qui prévaut dans une profession visiblement sous pression. Pour en parler, le plaisir de recevoir ce matin en direct de notre studio de Sion, le conseiller d'État valaisan chargé de l'économie et de la formation justement. Bonjour Christophe Darbelay. Bonjour. Merci beaucoup d'être notre invité jusqu'à 8h pour parler enseignement, mais pas seulement. Et on parlera aussi peut-être d'une succession au Conseil fédéral en fin d'émission à travers la presse. Je vous en doutiez évidemment. Et à quelques jours de la rentrée scolaire, on imagine que les résultats de cette étude et que ce chiffre de 40% qui se sentent en situation de burn-out ne vous laisse pas indifférent. D'abord, est-ce que ce chiffre vous a surpris, Christophe Darbelay ? Ce chiffre est effectivement très préoccupant, il est très élevé, mais je ne pense pas qu'il faut vraiment discuter du chiffre. Je pense qu'il faut vraiment prendre en compte cette situation. C'est un cri, c'est une difficulté qui est exprimée, on ne peut pas y rester indifférent. Et j'ai l'impression qu'il faudra une grande vigilance pour se préoccuper de cet état de santé parce qu'il a des conséquences directes sur la qualité de l'enseignement, il a des conséquences sur les résultats des élèves. Et avoir un professeur ou une professeure ou un enseignant en bonne santé, eh bien, c'est absolument décisif parce que sans eux, il n'y a pas d'école de qualité. On entend souvent, et d'ailleurs quand on parle du sujet des enseignants, on entend souvent les colibets, les rieurs, les railleries, dire mais de quoi se plaignent les profs, ils ont 2 mois de vacances chaque été, etc. Ce sont des privilégiés, ce sont des réactions d'enfants gâtés. Ça, ce sont des choses, y compris dans l'opinion publique, qu'on entend, parfois pour rire, mais enfin, c'est pas forcément très drôle si on est concerné. À quoi ça tient, ça ? Bon, ces clichés, effectivement, on les entend sur l'école, mais je pense que si on prend vraiment l'école dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle a comme mission essentielle pour la société, pour l'avenir de ce pays, je pense qu'on devrait avoir une toute autre considération de l'école. Je pense que dans la société du 4.0, dans le monde dans lequel on vit, avec de plus en plus d'innovation, avec des entreprises de haute technologie, avec vraiment un positionnement de la Suisse qui veut maintenir son économie forte et son haut niveau de vie, eh bien l'école, c'est absolument essentiel. Ça commence dans les petits degrés, ça se poursuit tout au long du cursus et puis ça se finit avec un apprentissage ou une formation gymnasiale et universitaire. Donc il y a vraiment là un enjeu fondamental. Ça doit être une priorité politique forte. C'est pas la mienne, c'est pas celle de mon chef de service, c'est celle, en tout cas en ce qui concerne le Valais, mais je pense qu'on peut parler aussi au nom d'autres cantons romans, une priorité gouvernementale, une priorité des cantons qui doit être absolument clé dans l'avenir et dans la définition de la politique. Alors on va voir dans un instant ce que vous pouvez faire, vous, du côté politique de ces revendications, de ce cri d'alarme poussé par les professeurs, qui se plaignent surtout de l'inflation des tâches administratives, qu'on observe un peu dans tous les corps de métier. Est-ce que selon vous, le monde de l'enseignement est vraiment davantage sous pression que d'autres en termes d'exigences administratives ? Les exigences sont partout. Aujourd'hui, cette pression, et ce n'est pas seulement l'administration, mais vous la sentez partout, mais discuter avec des médecins qui font que de remplir du papier, discuter aussi avec des infirmières ou avec des personnes de l'industrie, c'est une plaie. Je crois que la bureaucratie est nécessaire, que les moyens informatiques, notamment dans le monde du digital, eh bien, nous offrent des moyens d'alléger les charges administratives, mais souvent c'est le contraire qui se passe. Donc il faut être effectivement très attentif à ça pour que les professionnels, quelle que soit leur profession, puissent se consacrer à leur entreprise, à leur métier, plutôt que de remplir tout le temps du papier. Alors, le syndicat interpelle très directement la conférence latine des directeurs de l'instruction publique, dont vous faites partie. Vous les entendez, ces revendications ? Moi, je suis prêt à les entendre. Ils demandent notamment à ce qu'on intègre dans le programme de la C2IP, donc la conférence des directeurs de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin, cette préoccupation de la santé au travail. Je crois que c'est une nécessité. L'étude aujourd'hui prouve quelque chose qu'on pressentait, quelque chose qu'on connaissait. Il y a une très très grosse pression et je pense qu'il faut vraiment en tenir compte pour la qualité de l'école et pour le bien des élèves. Concrètement, la centrale syndicale exige notamment la mise sur pied rapide d'une commission paritaire chargée de veiller à l'application des diverses mesures, prenant en compte cette thématique santé. Sur cette commission paritaire, vous entrez en matière, Christophe Darbelay ?
Bon, je pense qu'on va en tout cas en discuter. Cette revendication, elle est posée. Nous n'avons pas encore eu l'occasion d'en parler, donc elle est posée depuis hier. Moi, je ne veux pas m'exprimer au nom de mes collègues, mais je suis en tout cas ouvert. J'ai rencontré le syndicat des enseignants romans encore cette semaine sur différents sujets. On a abordé aussi la question de la santé au travail et je pense qu'il y a là une vraie préoccupation. Mais je pense que surtout, il faut veiller à ce que l'école reste une école de proximité. Vous avez des enseignants qui doivent être en forme et qui doivent être pragmatiques. Vous devez avoir la confiance des parents, c'est absolument essentiel au système scolaire, et avoir aussi un engagement, comme je vous l'ai dit, du politique, une reconnaissance plus importante de l'école dans notre système. Et ça, c'est absolument essentiel. Vous voyez la corrélation aujourd'hui entre la santé des enseignants, entre la qualité du système. Regardez les études PISA, regardez la santé des enseignants au travail. Tout ça va ensemble. Donc, la préoccupation sur l'état de santé doit être centrale. La confiance des parents, vous y faisiez allusion. Est-ce que parfois, et on en entend certains se plaindre de la pression occasionnée par les parents d'élèves, hein, qui se mêlent de plus en plus aussi de ce qui se passe dans la salle de classe. Est-ce que ça, vous le constatez aussi? Est-ce que c'est un mal? Et au fond, qu'est-ce qu'on peut faire là contre? Le Valais, à cet égard, est encore relativement privilégié parce que j'estime qu'il y a quand même une très grande confiance. Tout n'est pas pour le mieux dans le meilleur des mondes, c'est pas ce que j'aimerais donner comme impression. Mais enfin, je pense qu'il y a une grande confiance des parents, de la population, du politique dans l'école valaisanne. Et ça, c'est très, très important parce que si l'enseignant est sous pression, il est déjà sous pression des élèves parce que c'est un métier où vous êtes sur scène pratiquement en permanence pendant toute la période de votre enseignement. Vous avez 25 pères Dieu qui sont rivés sur vous. Vous avez des collègues, pas toujours faciles non plus. Vous avez aussi des parents qui sont tous allés à l'école, donc ils savent mieux que vous comment devrait être cette école. Donc, ce n'est pas un métier qui est très, très facile de ce point de vue-là. Et ça explique aussi la pression qui s'exerce. Alors, c'est vrai que les attentes envers l'école sont de plus en plus importantes. Il faut non seulement transmettre des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, des meilleurs comportements possibles. Et puis ensuite, il faut faire de la prévention pour la santé, contre l'obésité, pour le sport, le mouvement, contre les morsures de chiens et j'en passe et des meilleurs. Donc tout ça, ce sont des attentes envers l'école et au bout d'un moment, c'est vrai que le bateau est surchargé et que c'est plus possible. Parce qu'il n'y a pas un moment, il faut dire aux parents, arrêtez de vous mêler de ça, arrêtez de faire pression sur les profs, faites-leur confiance. Est-ce qu'il ne faut pas aussi taper du poing sur la table? Bon, cette confiance, elle ne se décrète pas, elle se construit. Et je crois que cette relation de proximité entre les parents, entre les enseignants, et cette relation de confiance, eh bien, elle doit exister. Il y a des directions d'école aussi qu'on a mises en place et qui sont souvent à disposition pour ces questions organisationnelles, pour vraiment établir ce lien. Et puis, on a aussi, certains cantons les ont abolis, d'autres sont en train de les réintroduire, mais des inspecteurs scolaires, ça fait un petit peu old school, mais c'est très important, c'est le bras, je dirais, prolongé du politique, du département, pour aller dans les classes auprès des enseignants et pour essayer d'aider à la résolution de problèmes. Il faut maintenant remettre plus d'inspecteurs scolaires. Christophe Darbelet, vous allez faire ça en Valais? J'en ai déjà pas mal et je les ai rencontrés cette semaine pendant 2 heures. J'ai eu un dialogue avec eux et je crois que c'est très important d'avoir ces personnes qui sont au contact vraiment avec ces écoles, qui vont dans les classes, qui sont aussi à disposition des enseignants pour essayer d'avoir la meilleure école possible. Et je ne veux pas en mettre plus, mais je veux faire le meilleur travail possible avec eux. Bon, voilà, tâches administratives, pression des parents, puis des classes qui sont de plus en plus remplies. Est-ce que le cœur du problème n'est pas, comme toujours, un problème d'argent, un cadre budgétaire dans lequel l'enseignement évolue, un secteur qui est lui aussi, comme d'autres secteurs, l'objet de mesures d'économie? Est-ce que c'est pas ça, d'abord, le problème? On sait que la Suisse romande est heureusement une région plutôt prospère. Est-ce que elle n'est pas à même, parce qu'elle est prospère, d'épargner dans ce nerf de la guerre qu'est le budget de l'enseignement? Qu'en dites-vous, Christophe Darbelet? Je me souviens qu'à l'époque, la Confédération, dans un cadre budgétaire extrêmement tendu, on avait fait des programmes à 3, respectivement 4 milliards, il y a une dizaine d'années, eh bien, avait décidé de mettre une priorité sur la formation et ne pas économiser, au contraire, d'augmenter les budgets. Et ce n'est pas forcément ce qui s'est passé dans les différents cantons. Il y a effectivement une pression budgétaire forte. Le Valais n'y a pas échappé. Il y a eu des coupes dans le domaine de la formation, les premières en 100 ans d'histoire. Et je pense qu'il faut être très, très attentif. En tout cas, avec mon département, avec mes services, nous sommes en train de voir quelles sont les conséquences qualitatives des mesures qui ont été prises. Et le cas échéant, nous ferons des propositions pour changer ces dispositions, parce que quand vous avez par exemple abandonné les études dirigées, eh bien c'est tout simple, des élèves qui sont parfois à la limite, eh bien vous avez très rapidement un élève qui passe du bon ou du mauvais côté de la barrière. Et ça vraiment, ce sont des mesures qui sont des économies de bout de chandelle et qui ont des vraies conséquences à long terme. Ça veut dire que vous allez peu à peu tenter de revenir en arrière sur ces mesures d'économie?
Non, je pense qu'il y a des économies qui étaient possibles, qui étaient nécessaires, mais il faut savoir que cette école de proximité, cette école du dialogue, eh bien, et de la confiance, elle se base vraiment sur beaucoup de bonne volonté. On a beaucoup de miliciens dans le système suisse. Eh bien, à l'école, c'est aussi un petit peu comme ça, parce que beaucoup de fonctions pour faire avancer l'école, pour faire progresser l'école, sont basées sur des décharges, donc des enseignants qui ont 2 ou 3 heures de décharge pour effectuer des tâches, je dirais, entre guillemets, d'intérêt général. Et si on coupe dans ce domaine-là, eh bien, à un moment donné, on va affaiblir l'école. Dans d'autres cantons, on a choisi la professionnalisation. Chez nous, par exemple, dans un grand collège cantonal avec 1200 élèves, ce ne sont pas des professionnels qui font les horaires et la répartition des horaires entre les professeurs, mais 2 personnalités qui ont une décharge et puis qui font ce travail merveilleusement bien. Donc on est dans un système de miliciens et si on continue de couper dans ces bonnes volontés, eh bien à un moment, il y aura des conséquences qui seront assez graves. Justement, est-ce que la conférence latine ne devrait pas se montrer encore un peu plus offensive en la matière? On a des assez bons résultats en comparaison internationale. Est-ce que justement, on ne devrait pas s'appuyer sur ces bons résultats scolaires pour convaincre notamment vos parlements cantonaux et vos collègues de la conférence de ne pas raboter ou de ne plus raboter les budgets scolaires? Est-ce que ce n'est pas le bon moment? Alors, je pense que c'est le bon moment de le dire, en tout cas. Si on veut maintenir une école de qualité, vous l'avez dit, la Suisse romande se défend bien. Nous avons d'ailleurs les cantons de Fribourg et du Valais qui sont les champions de l'étude PISA, qui se comparent aux meilleures écoles d'Europe. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut maintenir. Et ces résultats, eh bien évidemment, c'est la neige d'avant-hier. Elles font très vite. Et puis, il faut continuer à investir. Et mon rôle, par exemple, au sein du gouvernement valaisan, on a défini dans une discussion assez récente qu'une des priorités, c'était la qualité de l'école pour positionner le canton dans le domaine de la formation, de la recherche et de l'innovation pour être l'un des plus performants du pays et se comparer au niveau international. À l'unanimité, vos collègues ont tous suivi cette voie? Mes collègues sont évidemment convaincus de la qualité de l'école valaisanne, sont vraiment d'avis que pour favoriser une économie qui se développe, eh bien, il faut d'abord une bonne école, un bon système de formation, et ils sont convaincus que c'est un des piliers, un des fondamentaux du pays. On a un témoignage dans la presse romande, Dominique Chauffat. La direction m'a lynché, le Courrier, la Liberté, le Nouvelliste et leurs partenaires publient le témoignage assez éloquent, et on va le commenter ensuite, d'une enseignante chevronnée. Oui, un témoignage qui corrobore le mal-être observé dans la profession. Cette enseignante y décrit sa descente aux enfers l'année dernière, après plus de 20 ans passés dans le même établissement vaudois. Ses élèves sont âgés de 6 à 8 ans. Elle était très fatiguée à cause d'un élève difficile dans sa classe depuis près de 2 ans. Il avait un syndrome pas encore diagnostiqué et il perturbait gravement la classe par ses crises. À l'époque, ses parents faisaient un déni de réalité. Cette enseignante a dit ne pas pouvoir partir en camp en raison de sa fatigue, mais aussi parce que son fils était malade. La direction s'est alors montrée sarcastique et le burn-out est arrivé juste après. A posteriori, ce qui aurait pu éviter cette situation, c'est une plus grande rapidité dans la prise en charge des élèves perturbateurs et un plus grand soutien de la direction. Alors voilà, c'est une enseignante vaudoise, ça pourrait se passer aussi dans le canton du Valais. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre comme ministre de la formation, Christophe Darbelet, à cette dame? Ce témoignage, il est très concret et puis il peut que me toucher. Je pense qu'il y a dans chaque classe des élèves avec des difficultés particulières, que l'école est le réceptacle de ce qui se passe dans la société qui est devenu plus complexe, plus difficile, et l'enseignant sent ça directement parce qu'il est censé non seulement enseigner des savoirs, mais il est aussi là à titre subsidiaire évidemment, mais aussi pour éduquer. Et puis on a des difficultés particulières, on peut parler des dyslexiques, des dysphasiques, des dyspraxies et d'autres, eh bien que cette difficulté de comportement-là existe, qu'il faut une prise en charge particulière, qu'il y a certainement des personnes très compétentes qui peuvent fournir un appui. Ça doit être vraiment quelque chose qui doit être pris en compte dès le départ par la direction de l'école et par la hiérarchie pour apporter des bonnes solutions, parce que sinon on en arrive au burn-out, effectivement. Est-ce qu'il faut aussi renforcer la formation des enseignants? Est-ce qu'ils ne seraient pas assez formés aujourd'hui, d'où ces burn-out, ces sentiments d'être abandonnés? La formation des enseignants, on n'a fait que la prolonger. Les enseignants que je connais, qui sont parfois encore actifs aujourd'hui, sortaient de l'école normale de l'époque à l'âge de 20 ans. Et puis maintenant, on a prolongé cette formation. Donc on en fait une formation de niveau tertiaire, d'en faire beaucoup plus. C'est la vision de certains cantons, c'est de passer de cette formation en 3 ans à une formation en 5 ans, avec un niveau entre guillemets de master. Moi, je pense qu'il ne faut pas toujours prolonger la formation. On va vers une pénurie d'enseignants, vu la pyramide des âges, vu certaines décisions qui
pourraient être prises dans les cantons. Et je pense qu'il faut veiller à ne pas trop prolonger pour ne pas diminuer encore l'attractivité du métier. Pas trop prolonger, mais pas en faire moins que maintenant. C'est pas ce que vous nous dites. Non, je ne veux pas en faire moins que maintenant, pas du tout. Je pense que les enseignants ont une bonne formation, qu'il faut ne pas viser une académisation à tout prix. C'est une problématique qu'on a dans d'autres professions. Et je pense que le mirage des longues études, comme le titrait un livre d'un ancien conseiller national sur la formation récemment, eh bien, je pense que c'est une chimère, en tout cas, dans ce domaine. Christophe Darbelay, conseiller d'État valaisan chargé de l'économie et donc de la formation, qui prend très à cœur ce cri d'alarme des enseignants romans. On le rappelle, 40% se sentiraient en situation de burn-out. Voilà provisoirement pour cette thématique-là. Autre thématique, on le disait en introduction, à laquelle vous n'échappez pas ce matin, c'est évidemment la course à la succession de Didier Bourcalter au Conseil fédéral, le feuilleton de l'été. On résumait quelques épisodes précédents avec Thibaut Chalère à 7h15. Au fond, tout le monde en prend pour son grade. Madame Moret, Monsieur Maudet, Monsieur Cassis aussi. Alors voilà, et cette question aussi, Dominique Chauffat, dans la presse romande, est-ce qu'un conseiller fédéral, une fois élu, une fois en place, est utile à 100 cantons? Question posée par la Tribune de Genève et par 24 heures. Oui, cette question du régionalisme, elle est au cœur des débats aujourd'hui dans la course au Conseil fédéral. Et pourtant, plusieurs élus interrogés sont affirmatifs. Il n'y a aucun avantage pour un canton d'avoir un représentant au gouvernement. En revanche, le canton bénéficiera d'une compréhension plus fine de son terreau social ou économique. C'est Roland Écoffet, le chef de l'Office vaudois des affaires extérieures, qui l'affirme. Et tout le monde est d'accord pour dire que cette représentation des régions linguistiques, elle permet surtout à la population concernée d'avoir le sentiment d'être reconnue par le pouvoir fédéral. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui est dit, Christophe Darbelay? Totalement. Je pense qu'un conseiller fédéral ne peut pas faire du régionalisme. Il est élu d'un pays, il doit se préoccuper de la destinée de son pays et pas seulement de son canton. Donc ça donne un avantage en termes de visibilité, en termes peut-être d'accès à un certain nombre de réseaux d'influence. Mais au-delà de ça, un conseiller fédéral n'est pas seulement le représentant de son canton. Je ne pense pas que Doris Leuthard, qui a permis à la Suisse de sortir du nucléaire et qu'on surnommait Atome Doris au début de sa carrière politique, pourrait prouver le contraire. Ça veut dire que si on prend le problème en amont, au fond, la question régionale n'en est pas une. C'est ce que vous diriez aujourd'hui, à quelques semaines de l'élection? Non, ça, je pense que ce serait aussi un peu extrême de dire qu'un conseiller fédéral est seulement le représentant d'un canton, ou bien alors que, à contrario, que ça n'a aucune espèce d'influence et qu'on pourrait être gouverné par 7 Zurichois. Moi, j'irai pas jusque-là. Je pense que toutes les régions du pays ont le droit d'être représentées, que la population a le droit de se sentir représentée. Il y a une certaine visibilité aussi, un certain prestige qui est lié à cette fonction de conseiller fédéral. Donc pour moi, l'italianità, qui est l'argument qui prédomine dans cette campagne électorale, est un argument important. C'est légitime pour le Tessin après longtemps, parce que Flavio Cotti, c'était 1999, eh bien d'espérer un siège au Conseil fédéral, mais ça ne peut pas être le seul argument. C'est pas le seul, mais vous le mettez en tête, cet argument-là? Je pense qu'aujourd'hui, Ignacio Cassis, que je connais bien, je les connais bien les 3 candidats aujourd'hui depuis une quinzaine d'années, est le favori, je dirais presque le super favori, mais ça ne peut pas être le seul critère. Aujourd'hui, il faut faire un choix. Et en termes de positionnement, d'élan, de sujets fondamentaux, de choix politiques, eh bien, il y a un choix vraiment à faire pour savoir quelle Suisse voulons-nous parmi ces 3 candidats. Alors, parmi ces 3 candidats dans la presse alémanique, Simon Courtet, nous avons Pierre Maudet. Oui, j'ai bien dit dans la presse alémanique. Oui. On en parle. Un candidat au Conseil fédéral briseur de tabous. C'est comme ça qu'on le présente. Oui, la Basler Zeitung pointe la proposition du Genevois d'utiliser la fortune de la BNS pour l'économie innovante. Pour le journal, c'est un tabou brisé. C'est de la politique monétaire proactive, nuance le candidat, qui annonce donc déjà ce qu'il ferait en cas d'élection. Mais en fait, c'est un programme, constate ce matin la Südostschweiz. Le quotidien des Grisons reconnaît toutefois que Pierre Maudet est un fin connaisseur des mœurs fédérales. Ce programme, le Genevois l'a étiqueté « Vision pour le pays ». D'aucuns disent que c'est un tour de chauve que fait la Pierre Maudet. Est-ce qu'il a des chances quand même? Vous avez dit M. Cassis est le grand favori. Mais enfin, quelles sont les chances de Pierre Maudet, selon vous, Christophe Darbelay? Sur le papier, elles sont faibles. Mais celles de Macron étaient aussi faibles que celles de Pierre Maudet.
Je crois qu'il faut voir aussi dans la personnalité de Maudet, que je connais très bien, il y a, passez-moi les guillemets, un animal politique, quelqu'un qui a une envie, qui a une épaisseur, qui a une culture politique, qui est tombé dans la marmite quand il était petit. Il a déjà été maire de Genève, il a déjà été conseiller administratif d'une des plus grandes villes du pays. Tout ça, c'est presque un désavantage, un CV aussi riche. Il est ministre de l'économie, il est ministre de la sécurité, Dieu sait si c'est important dans le pays, puis il ose aborder les sujets. Alors moi, un Maudet, ça me fait plutôt envie. Ça vous fait plutôt envie, mais c'est une tête qui dépasse depuis longtemps, et ça, évidemment, c'est pas bon pour le Conseil fédéral. La Suisse n'aime pas les têtes qui dépassent, mais il y en a quand même eu quelques-unes, et je pense que la Suisse en a éminemment besoin aujourd'hui. Isabelle Moret, abordons la Vaudoise. Quelles sont ses chances ? C'est une candidate de qualité, elle a été conseillère nationale, vice-présidente de parti, elle s'est beaucoup engagée sur des sujets politiques. Je pense que voilà, c'est une personnalité qui a tout à fait sa légitimité. Je pense que les trois sont capables d'exercer cette fonction. Maintenant, ça dépend quel pays on veut. Et je pense que si on faisait le choix courageux, un choix, je dirais, pour l'avenir du pays, eh bien, un homme de 39 ans avec l'épaisseur et l'expérience politique de Pierre Maudet ne ferait pas de mal. Eh bien, écoutez, on en prend bonne note de votre part, Christophe Darbolet, qu'on qualifie aussi parfois d'animal politique. C'est un qualificatif dont on vous a souvent affublé, animal politique. Que pensez-vous de la piste aussi qui a été évoquée, de cette espèce de deal, d'élire, non pas Monsieur Cassis ce tour-là, d'élire, voilà, peut-être Monsieur Maudet ou Madame Moret, et ensuite, pour la succession de Doris Leuthard, le deal d'élire Filippo Lombardi. Vous avez évidemment suivi cette piste-là. Est-ce qu'elle est crédible ? Alors, il y a toutes sortes de petits calcios qui sont en train de se faire. Bien sûr. C'est pas déterminant pour moi, mais les calculs se font et se font dans tous les camps. Évidemment que Filippo Lombardi a rêvé de cette fonction de conseil fédéral, et je peux le comprendre. C'est le timing qui décide, et il y a beaucoup de cardinaux qui sont entrés au conclave et qui sont sortis cardinaux et pas papes, et ça peut arriver à tout le monde et à beaucoup de favoris. On sait que les deux successions prochaines possibles, eh bien, ce sera celle de Doris Leuthard, ce sera peut-être aussi celle de Johann Schneiderman, et là on parle beaucoup de Karine Keller-Souter comme super favorite, au même titre qu'Ignacio Cassis. Donc tous ces calculs se font, et ça dépendra évidemment de la constellation du moment et de quel retrait se fait en premier. C'est une piste que vous ne balayez pas d'emblée. Et vous, le Conseil fédéral, Christophe Darbolet, ça doit être à la 15e fois que je vous pose la question, mais enfin là vous êtes bien en Valais. Je suis tellement bien en Valais. Vous y pensez encore ? Franchement, répondez-nous sincèrement. Sincèrement, je ne pense pas qu'il y ait un politicien qui n'y pense jamais. Pour moi, ce n'est pas la priorité. J'aime beaucoup plus mon canton que mon pays dans le fond. Pour l'instant. Mais je n'exclus pas, je ferme aucune porte, et puis je ne fais pas de plan sur la comète. Mais si on veut s'engager comme conseiller d'État et être crédible, je pense qu'il faut le faire sur la durée. Ça ne peut pas se faire pendant 6 mois ou pendant 3 ans. Vous ne fermez aucune porte. Vous nous avez aussi dit ça avec sincérité. On vous en remercie. Merci d'avoir été notre invité. Merci.